Alors, très bien. Bon alors, bonjour. On va doucement commencer. Alors, d'abord, merci d'être là. Je vais essayer d'être bref parce que vous êtes ici pour notre intervenant et pas pour moi. Mais très très brièvement, ce soir, on a le plaisir de recevoir Gilles Mito. Gilles, c'est un ancien financier qui s'est reconverti dans la vulgarisation. Et il va vous faire une conf qui a un format un peu spécial que je vais vous laisser expliquer. Enfin, je vais le laisser vous expliquer lui-même. Donc, Gilles, à toi. Ok. Alors, bonsoir, ok. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'idée pour moi, c'était de faire la conférence que j'ai faite hier, mais un petit peu plus étoffée parce que j'avais plus le temps. Or, je me demande si n'y a pas tout le monde qui est déjà venu hier, qui a vu la conférence. Est-ce que c'est le cas? À main levée peut-être? Ceux qui étaient là hier? Alors, donc, ma question est la suivante. On peut faire plusieurs choses. On peut reprendre donc la conférence d'hier. Donc la conférence d'hier, c'était de parler des enjeux environnementaux et du capitalisme. L'idée, c'était d'interroger le fonctionnement du capitalisme en se disant, est-ce que le capitalisme est capable de nous permettre de voir et de résoudre le problème du climat et les enjeux environnementaux de manière générale? C'était ça l'idée de la presse. Si vous voulez, on peut faire ça. Je peux essayer de le faire un peu plus vite que ce que j'ai fait hier pour qu'on parle d'autre chose, pour ceux qui étaient déjà là. Ou alors, et aussi, donc, je propose d'autres sujets. Je peux parler de finance verte. L'idée étant de se demander, est-ce que la finance verte, c'est pas du greenwashing, du bullshit, voilà. La réponse étant oui. Spoiler, plus ou moins, mais donc on peut essayer d'étayer, d'expliquer pourquoi. Je peux vous parler aussi de spéculation et de PIB. Donc l'idée, c'est le PIB, c'est normalement la richesse, vous mesurez la richesse produite dans un pays ou dans une communauté de pays. Et le point, c'est de montrer que, en fait, vu comment fonctionnent les marchés financiers et comment notamment les traders calculent l'argent qu'ils gagnent tous les jours, clairement, il y a de la spéculation dans le PIB. Il y a de la fausse valeur dans le PIB qui ne correspond pas à des biens et des services qui ont été créés. Et donc, on peut parler de ça. Voilà, c'est relativement court normalement. Et sinon, j'ai un troisième sujet qui est shadow bank versus bank. Donc là, le truc, c'est, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai essayé de parler de shadow banking. Donc shadow banking, c'est un peu un raccourci, enfin, une autre façon de parler des marchés financiers. Et là, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et comment, en fait, probablement, ces marchés financiers, ils sont instables par essence. Et en fait, on pourrait avoir un système financier basé sur des banques classiques, en fait, plutôt que des marchés financiers, et ce serait probablement plus stable, et ça nous permettrait aussi probablement de demander à ces banques, ou d'imposer à ces banques d'avoir des rentabilités inférieures, qui permettraient du coup d'aller financer des projets verts, qui par définition sont moins rentables que les projets bruns, parce que sinon la finance financerait le vert sans problème. Voilà, donc, ces trois sujets-là, ou alors la présentation d'hier, on peut aussi faire la présentation d'hier un peu vite, et comme ça on peut attaquer un de ces sujets-là. Qu'est-ce qui vous tenterait? Qui voudrait, alors peut-être à main levée, on peut essayer de faire quelque chose. Qui serait chaud pour que je reprenne, et on prend son temps, juste la présentation d'hier? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Autour de 5? Elle a été enregistrée, non. Ok, effectivement, autour de 5. Qui serait chaud pour qu'on fasse la présentation d'hier, mais plutôt rapide, et après on attaque un de ces sujets-là? Ça m'a l'air d'être d'accord. Donc là, il y a quand même pas mal de monde. Et qui serait chaud pour qu'on laisse tomber la présentation d'hier et on essaye d'attaquer le plus de sujets qui est là? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même le choix numéro 2 qui a gagné. Genre, présentation d'hier en rapide et un sujet qui est là. Il y avait un peu plus de monde. Globalement, ça convient quand même à... Ça vous ira? Ok. Bon, alors on va essayer de faire ça. Et du coup, donc j'essaye d'aller attaquer un de ces sujets-là, et du coup, qui voudrait que je parle plutôt de la finance verte? Ouais. Plutôt la spéculation dans le PIB?
Ok, visiblement plus finance verte. Et shadow bank versus bank. Ah, il y a du monde là-dessus. Sachant que ça, c'est le sujet balèze. Hein. Ça, c'est vraiment le sujet balèze. Ok, bon. On verra après. Je démarre donc sur cette présentation que j'ai faite hier. J'essaie d'aller assez vite. D'accord? J'essaie d'aller assez vite pour parler de ça. Est-ce que j'ai peut-être un petit boîtier pour passer les slides? Non? Je vais faire comme ça. Alors, l'idée de la... On avait eu Valérie Vincent-Delmotte qui avait présenté les enjeux climatiques, qui avait montré qu'il y avait plein de limites, de contraintes. Voilà, on émet du CO2, ça réchauffe l'atmosphère, mais aussi du méthane, mais aussi... Et l'idée qui ressortait de la présentation, selon moi, c'est... Voilà, il y a énormément de contraintes naturelles, de contraintes physiques, de lois de la physique qui font qu'on a un impact sur notre environnement. Et malheureusement, on ne peut pas redessiner, changer les lois de la physique. On est vraiment contraint parce que la nature nous impose. Et d'un autre côté, on a des contraintes qui sont des contraintes conceptuelles, idéologiques. On vit dans un monde capitaliste, les règles du jeu de notre économie sont capitalistes, et là, pour le coup, on a la main sur ce capitalisme. Si on veut, on change les règles. Par exemple, c'est un truc qui revient tout le temps, je suis désolé, mais la comptabilité, c'est central dans le capitalisme, et ces lois de la comptabilité, elles sont arbitraires en fait. On pourrait imaginer une comptabilité différente. Si on change les lois de la compta, c'est sûr que tout le capitalisme se transforme. Donc, on a la main sur nos institutions, même si c'est pas évident évidemment de les changer, on a quand même la main dessus, alors qu'on n'a pas la main sur les lois de la physique. Et donc, l'idée de la présentation, c'est d'interroger le fait qu'au lieu de parler tout le temps d'innovation type technologique, on devrait aussi peut-être parler d'innovation institutionnelle, d'innovation idéologique. Alors, est-ce qu'on parle de dépasser le capitalisme, transformer le capitalisme, peu importe, mais en tout cas, faire de l'innovation institutionnelle et idéologique. Donc, et oui, mon idée, c'était de voir ça hardware, software. Donc, hardware, c'est les contraintes naturelles, et puis software, bah, c'est la partie règle du jeu qu'on peut modifier. Donc, le premier schéma, c'était de rappeler, en fait, comment on peut envisager les contraintes naturelles aujourd'hui d'un point de vue économique. Donc là, vous avez l'usine de production. Donc, vous imaginez que cette usine de production, c'est en fait une espèce de... Vous rassemblez toutes les usines, toutes les entreprises de la planète, tous les bureaux, dans une espèce d'usine comme ça qui produit tous les biens et tous les services qui sont consommés par la population. Cette usine, pour fonctionner, elle a besoin d'énergie, c'est ma petite prise électrique là, et elle a besoin de matières premières. Les matières premières et l'énergie, ça va nécessairement être prélevé dans l'environnement à 3 niveaux, ou plutôt on peut catégoriser les ressources environnementales de 3 manières. Donc biosphère, géologie, renouvelable. Biosphère, tout ce qui est vivant. Géologie, tout ce qui était vivant, donc les fossiles, et puis aussi les métaux. Et puis renouvelable, les rayons lumineux, enfin les rayons du soleil, le vent, la géothermie et les trucs qui tombent. Du coup, le problème de ça, c'est que, évidemment, vous allez avoir des contraintes, donc vous avez une certaine quantité de rayons lumineux qui arrivent sur Terre, vous ne pouvez pas prendre plus que ça, il y a une certaine quantité de vent, vous ne pouvez pas prendre plus que ça. Si vous allez chercher dans les métaux, bah, c'est pareil, il y a des stocks, c'est fini, donc vous ne pouvez pas prendre plus que ça. Et puis la biosphère, il faut faire attention, si vous ne faites pas gaffe, ça ne peut pas se reproduire, donc là aussi vous épuisez un stock, enfin vous voyez, il y a des contraintes partout là-dedans. Un autre point très important, c'est de voir qu'il y a des services environnementaux qui nous aident à produire les biens et les services. Ces services environnementaux, c'est quoi? Bah, c'est typiquement, on peut penser aux abeilles, par exemple, qui pollinisent, mais vous pouvez aussi dire, finalement, vous avez une atmosphère avec de l'air respirable dedans, pas besoin de fabriquer l'air ou de le purifier. Vous pouvez dire aussi qu'on a une ceinture de Van Allen et tout, là, c'est quoi ça déjà? C'est le champ magnétique, voilà, vous avez un champ magnétique qui empêche le soleil de nous cramer complètement au rayon, et donc on peut survivre dehors sans problème. Tout ça, c'est des services environnementaux. Sans ça, l'usine ne fonctionne pas. Et puis, dernier point, la pollution, cette usine, eh bien, elle fabrique des choses, mais derrière, il y a des restes, et ces restes, c'est une forme de pollution, plus ou moins grave, plus ou moins importante, ça dépend, mais clairement, ça va attaquer la biosphère, et puis ça va attaquer aussi, d'une manière ou d'une autre, les services environnementaux qui sont rendus. Donc vous pensez, voilà, pollution aux particules fines, et puis derrière, vous sortez dehors, bah oui, l'air il est plus pur, et vous pouvez plus le respirer comme ça, il faut mettre un masque, il faut mettre quelque chose. Et puis, réchauffement climatique, vous rejetez du CO2 dans l'atmosphère, la température se réchauffe, et derrière, vous avez tout un tas de problèmes qui vous arrivent dessus. Donc ça permet de résumer un peu en un schéma le problème
environnementale du point de vue du fonctionnement de l'économie. Ensuite, on parle du software, donc le capitalisme, et c'est ça qu'on veut interroger, en fait, les lois qui sont derrière le capitalisme. Donc le capitalisme, bon, voilà, c'est compliqué. On pourrait parler de capitalisme par pays, presque. On pourrait regarder comment le capitalisme évolue au cours du temps aussi. C'est pas le même capitalisme il y a 200 ans que maintenant. Il y aurait plein de choses à dire. Mais enfin, globalement, on a des entreprises en concurrence qui fabriquent des biens et des services dans le but de récupérer des sous. Et le but, c'est la maximisation du profit. Avec un point que je peux rajouter ici, que j'ai pas dit hier, c'est que cette maximisation du profit, elle est particulièrement importante et dominante aujourd'hui, dans le capitalisme d'aujourd'hui. Alors qu'elle était probablement moins importante dans un capitalisme plus ancien, si on remonte même plusieurs décennies, disons peut-être encore avant les années 80. L'idée étant que, avant, le patron de l'entreprise, c'est souvent aussi le fondateur et c'est souvent aussi l'actionnaire principal. Et donc, parce que c'est le fondateur et l'actionnaire principal, l'entreprise, c'est un peu son bébé, et des fois, plutôt que de dire « je vais chercher à maximiser la quantité de sous », que je vais, en fait, non, je suis fier de mon entreprise et je vais plutôt chercher à faire des produits de qualité, je vais plutôt chercher à ceci, cela. Alors, on sent que, socialement, il y a une responsabilité du chef d'entreprise. On le voit aussi au niveau des salaires. Les salaires des patrons étaient beaucoup plus bas par rapport aux salaires des employés quand on compare par rapport à maintenant. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, en fait, la division du travail a fait que l'actionnariat est complètement éclaté. Donc aujourd'hui, qui est actionnaire des grandes entreprises ? Vous avez des grandes familles qui sont très riches, mais vous avez aussi toute une partie de la classe moyenne qui met ses sous dans différents fonds d'investissement et du coup, qui ne se rend même pas compte, en fait, qu'elle est actionnaire, parce que ces sous, c'est confié à un fonds de gestion, et c'est ce fonds de gestion qui, derrière, investit dans des actions et d'autres produits financiers, notamment de dette. Et en fait, le contrat qui est signé entre ces entreprises de gestion de l'argent et nous, les épargnants, c'est un contrat qui dit « je ferai le maximum pour vous rapporter le plus de sous possible, en prenant le moins de risques possible ». Et donc derrière, ce fonds de gestion, lui, il ne connaît pas votre idée sur le monde. Est-ce qu'il faut plutôt viser la rentabilité ou est-ce qu'il faut plutôt viser une entreprise qui va être éthique ou est-ce qu'il faut plutôt viser... Tout ça, c'est compliqué à définir. Mais ce qui n'est pas compliqué à définir, c'est la rentabilité financière, la maximisation de la rentabilité financière. Et par défaut, c'est ça qui est dans les contrats. Et donc du coup, derrière, ce fonds d'investissement, lui, il se retrouve actionnaire de l'entreprise et il dit, moi j'ai des clients, j'ai un contrat avec eux, ils me disent maximise les sous, je maximise les sous. Et donc, je ne veux pas entendre parler de ton histoire d'utilité, de je sais pas quoi, de machin. Et en fait, quelque part, cette division du travail, le fait d'avoir un actionnariat complètement éclaté et d'avoir en plus des entreprises qui sont responsables, mais des intermédiaires partout, en fait, ça fait que toute la complexité qu'on pouvait avoir avant dans la manière de gérer l'entreprise, dans la manière de voir les objectifs d'une entreprise, c'est un peu détruit. Et on est obligé de simplifier parce qu'il y a des contrats. Et maintenant, c'est cette maximisation de la rentabilité qui se retrouve au sommet de la pyramide. Ça va, vous voyez à peu près ce que je veux dire ? Voilà, donc cette maximisation des profits, elle est vraiment énorme. En vrai, même aujourd'hui, quand on parle de faire du business vert, environnemental, etc., souvent, surtout quand on a affaire à des grandes entreprises, c'est de la com. Et en vrai, c'est la rentabilité financière qui est loin devant tout le reste. Ensuite, définir le problème. Là, l'idée, c'est de dire, en fait, on a des contraintes physiques. Ces contraintes physiques, on peut les traduire en deux concepts, limite et frontière. Donc la limite, c'est la fin de stock. Vous avez votre pétrole et à un moment donné, il n'y en a plus. Bam, vous rentrez dans un mur, c'est fini, plus de pétrole. Typiquement, ça peut être aussi, c'est ça, vous récupérez l'énergie solaire, et puis à un moment donné, vous avez récupéré toute l'énergie possible, et vous récupérez tout le rayonnement, et voilà, c'est une limite. Alors c'est énorme, hein, mais il n'empêche que c'est quand même une limite. Et ensuite, vous avez le concept de frontière. Le concept de frontière, c'est à nous de le définir. C'est nous qui disons, au-delà d'un certain seuil de pollution des sols, on arrête. Parce qu'on considère qu'au-dessus de ça, le sol est plus capable de nous fournir le service qu'on attend de lui.
Et donc, c'est à nous de chercher et de définir où sont les seuils. Typiquement, combien de CO2 on peut mettre dans l'atmosphère. En réalité, on peut en mettre une quantité énorme et on peut réchauffer beaucoup le climat. Mais on va définir une frontière nous-mêmes en disant bah, on aimerait bien pas plus de 2 degrés parce que sinon après, ça nous cause plein de problèmes. Et donc, du coup, la question c'est est-ce que le capitalisme nous permet de voir arriver les limites avant qu'on se les prenne? Et est-ce que le capitalisme peut nous aider à définir où sont les frontières et aussi à nous permettre de rester dedans, à permettre de rester dans ces frontières, pas les dépasser. Alors, capitalisme face aux limites. Alors là, normalement, on se dit, oh là, s'il y a bien un truc que le capitalisme sait faire, c'est ça, rareté-prix. On sait tout ça, plus c'est rare, plus c'est cher. Donc forcément, moins vous avez de pétrole, plus le prix monte. Et donc, quand le prix du pétrole sera hyper élevé, ça voudra dire qu'il y en a quasiment plus. Et donc, toutes les entreprises seront passées à autre chose parce que ce ne sera pas du tout possible de faire tourner une économie sur un prix d'un baril de pétrole à 500 $ ou 600 $ ou un truc comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une démonstration d'économie. Sauf que, prix du pétrole, en dollars, la courbe orange, et puis en dollars, mais corrigé de l'inflation, la courbe grise. Donc corrigé de l'inflation, c'est en fait ça qu'il faut regarder parce que ce que ça dit, c'est ok, un baril de pétrole, ça valait 10 $ en 1865, mais les gens gagnaient très peu d'argent à cette époque-là, et donc du coup, 10 $, c'était énorme dans leur budget. D'accord? Donc ici, on regarde le prix du baril par rapport au budget des gens, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'on voit la jolie exponentielle du slide d'avant? On ne voit rien du tout, en fait, c'est bizarre, c'est un truc... Et oui, parce que, en gros, la démonstration d'Hotelling, c'est une démonstration mathématique avec des hypothèses très claires, mais ces hypothèses, elles ne s'appliquent pas dans la réalité, donc la démonstration ne marche pas. Une façon de voir intuitivement pourquoi ça ne marche pas, c'est que quand nous, on pense rareté, on pense stock, combien il reste de pétrole dans le sol. Et évidemment, il y en a de moins en moins de pétrole, donc le pétrole est de plus en plus rare. Mais l'économie, elle, quand elle pense rareté, elle pense flux. Elle dit combien il y a de pétrole qui sort des pipelines et du robinet à pétrole. Et ça, ce robinet à pétrole, on a réussi à augmenter sa capacité sans arrêt. Si bien qu'on arrive à augmenter l'offre, et donc malgré le fait que la demande de pétrole augmente toujours plus d'année en année, on arrive à maintenir les débits suffisants, et comme ça, le prix n'a pas besoin de monter. Alors vous allez me dire, oui mais bon, pour augmenter le débit du robinet, il va bien falloir planter des pailles à des nouveaux endroits, et puis c'est des pailles toujours plus profondes, là, parce qu'il faut aller chercher sous les océans, ça fait 2000 mètres de profondeur, c'est de l'investissement, ça coûte de plus en plus cher. Donc ça devrait se voir dans le prix. D'accord? Les investissements sont des coûts, et ça devrait faire monter les prix. Bah oui, mais en fait non, parce que, oui, ça fait monter les prix, puis dès que vous plantez votre nouveau robinet, vous augmentez le débit, et donc vous faites baisser les prix. Et puis en plus de ça, grâce à l'innovation technologique, vous avez des robinets plus efficaces, plus gros, moins chers, tout le truc classique que c'est faire le capitalisme, rendre les trucs moins chers, économie d'échelle, etc., etc. Et donc globalement, il y a souvent les analystes financiers qui parlent de pétrole disent bah, c'est compliqué parce que le pétrole, on a des robinets pas assez gros, donc le prix monte. Comme le prix monte, les boîtes pétrolières font des profits de ouf. Avec ces profits, ils investissent. Comme ils investissent, ils grossissent le robinet. Comme ils grossissent le robinet, on a plus de flux, le prix baisse. Le prix baisse, les boîtes font plus de profit. Elles font plus de profit, elles n'arrivent pas à investir. On ne fait pas grossir le robinet. La demande commence à grossir plus vite que le flux. Le prix remonte et elles refont des profits, etc., etc. Et voilà ce qu'on voit. Et donc, on voit de l'agitation, mais on ne voit pas de direction et on ne sait pas où va le prix du pétrole. Et donc, le capitalisme ne nous montre pas où est la limite. D'accord ? Et c'est pareil pour toutes les matières premières, en fait. Parce que c'est systématiquement une histoire de flux. Alors, je passe là-dessus, parce que là c'est trop compliqué, enfin c'est trop compliqué, ça prendrait un peu plus de temps. Et maintenant, le capitalisme face aux frontières. Alors, les frontières, on a dit que c'était des seuils, c'est à nous de les définir, donc il faut les chercher, et ensuite il faut rester à l'intérieur de ces seuils. Alors là, l'idée c'est que, en vrai d'ailleurs, puisque le capitalisme n'est pas capable de nous signaler les limites, on a besoin de chercher où sont les limites aussi. Voilà, parce qu'on ne va pas les voir dans les prix. Donc, limites et frontières, il faut payer des chercheurs et des chercheuses pour qu'ils nous disent où elles sont, et ensuite on essaye de rester dedans. Le problème c'est que les chercheurs et chercheuses, c'est un coût. Ça ne produit pas des biens et des services qu'on peut vendre à la société. Et donc on ne peut pas dégager de profit avec eux.
la seule chose qu'on peut faire, c'est éviter des coûts futurs. C'est dire, ok, je dépense de l'argent pour financer la recherche, mais grâce à la recherche, elle va me dire qu'il y a une limite là-bas, et donc je ne vais pas y aller. Et comme je ne vais pas y aller, je ne vais pas me la prendre en pleine poire. Et comme je ne vais pas me la prendre en pleine poire, je vais éviter des coûts de réparation, de transition, de je sais pas quoi, plein de choses. D'accord? Et donc maintenant, la question du capitalisme, ça va être, d'accord, mais ces coûts-là, est-ce que je peux les évaluer? Parce que moi, je vais avoir besoin de faire une évaluation coût-bénéfice. Ok, la recherche coûte des sous, mais ça me permet d'éviter combien en dépenses futures? Voilà, si ça me coûte plus cher que ce que ça me permet d'éviter, ben, je ne finance pas. Et ça va être tout le problème, parce que ces coûts futurs, ils sont impossibles à estimer. Le futur est incertain par essence, et donc on s'arrache les cheveux à essayer de savoir c'est quoi ces coûts futurs, pour savoir à quel point on peut financer la recherche. Et on n'arrive pas à le définir correctement. Et d'une manière générale, les entreprises vont pas trop financer ce genre de choses, sauf pour des raisons d'image et de marketing, pour deux raisons principales. La première étant le problème de l'actualisation, et la deuxième, celui du passager clandestin. Alors, l'actualisation, j'imagine que vous, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, ça vous dit quelque chose, l'actualisation? C'est les intérêts compound interest? Non? Ok. Donc on prend cette équation-là, tout le monde fait un peu des maths, ça va, vous êtes bien. J'essaye de passer le moins de temps possible, d'accord? Donc l'idée c'est, en fait, quand je suis une entreprise, j'évalue tout en fonction de la rentabilité que je dois donner à mes actionnaires. Et donc si je mets 10 sur la table dessous, mes actionnaires vont me dire, oui mais ces 10, ça va rapporter combien? Et donc je dis, bah, les 10, ils vont rapporter 1 plus X%, la rentabilité que les actionnaires attendent, puissance le nombre d'années avant que ça me rapporte quelque chose. D'accord? Donc, si j'ai un chercheur qui me coûte 10 et qui me dit, attends, je te coûte 10, mais j'ai trouvé une limite là-bas, et dans 30 ans, ça va t'économiser des sous, il faut que ça t'économise au moins 175 si on veut que les 10 soient rentables. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je monte ces 10% à 15%, évidemment, ce chiffre-là devient de plus en plus gros. Ce qui veut dire que le chercheur, il doit trouver des trucs absolument monumentaux, d'accord, pour justifier son salaire. Il doit trouver des coûts futurs très très élevés pour justifier son salaire. Et donc, quelque part, ça va être tout le problème des rapports sur les coûts environnementaux, c'est qu'on va se battre pour dire c'est quoi ce taux-là. Plus ce taux il est élevé, plus les dommages futurs doivent être immenses pour justifier la dépense aujourd'hui. Et donc, en général, ceux qui veulent agir vite essayent de mettre un taux là le plus bas possible, tandis que ceux qui ne veulent pas agir vite et attendre le plus possible, en disant mais non, les coûts futurs, ils sont pas assez hauts par rapport à la dépense aujourd'hui, eux, ils vont essayer de mettre un taux le plus élevé possible. D'accord? Et vous avez des débats entre économistes comme ça sur quel taux on va utiliser. Une autre façon de le voir, c'est de dire que on prend les coûts futurs et ensuite on les écrase plus ou moins fort pour voir c'est quoi le coût aujourd'hui. D'accord? Plus ce taux-là il est élevé, plus les coûts futurs on les écrase fort. Et quand on les ramène à la valeur actuelle, actualisée à aujourd'hui, bah, ça fait quasiment rien. Comme ça fait quasiment rien, bah, on s'en fout et on fait rien. Alors que si on met un taux très faible, bah on ne les écrase pas beaucoup, et quand on les ramène à la valeur actualisée à aujourd'hui en 2022, bah c'est beaucoup. Et là, on se dit, ah bah oui, il faut clairement faire quelque chose. Ça va, cette notion d'actualisation? C'est vraiment un truc qui est clé. À chaque fois que vous regardez un rapport financier sur ces histoires-là, il faut poser la question de l'actualisation. Et quand on regarde les projets que les entreprises financent, même si c'est des projets verts, à chaque fois, ils vont mettre des taux d'actualisation de ouf comme ça, à 10%. Et le problème, c'est que régulièrement, les projets verts, ça ne va pas être assez rentable. Et si c'est rentable dans 30 ans, eh ben, l'exponentielle, elle part vachement, elle accélère sérieusement. Et du coup, la rentabilité doit être énorme pour justifier l'investissement de l'actionnaire. Et c'est vraiment un point problématique. Une des raisons pour lesquelles... Ouais. Vas-y. Ah oui, alors, posez-moi des questions quand vous voulez.
Ouais, bah, du coup, j'amorce. Donc, si je te comprends bien et que je traduis ça dans de l'économie physique, en gros, tu dis le changement climatique va niquer X ponts demain, mais on fera beaucoup en équivalent pont dans tant de temps, et donc tu neutralises le truc. Est-ce que je comprends ça correctement? Alors oui, mais toi, tu raisonnes encore trop pragmatique. Il faut être plus abstrait que ça. On va dire, on va niquer X euros. Et dans le futur, on fabriquera X euros de plus. Et quelque part, c'est pas grave, pour un économiste, si ça nique 1 milliard d'euros de ponts, mais que ça fabrique 10 milliards d'euros de téléphones portables, eh ben c'est bon. Oui, alors tu as cette question-là qui est sous-jacente, mais l'idée c'est ça, c'est que ta croissance est pas affectée par ces trucs-là. On considère que ces dommages ne peuvent pas être faits à la croissance elle-même, et donc la croissance continue, donc pas de soucis. C'est ça. Et les gens qui disent ça, c'est qui? C'est genre les gens qui utilisent DICE, c'est quoi? Oui, alors en fait c'est un postulat. Dans les modèles que tu vas utiliser, tu vas dire une des variables clés du modèle, c'est quel est le taux de croissance économique. Et donc ce taux de croissance économique, on peut discuter, mais il va être positif. Personne n'envisage une croissance économique qui soit négative. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a une croissance économique négative, ça s'appelle une récession et ça panique dans tous les sens. Donc, on part sur des taux qui sont systématiquement positifs. Et donc, une autre façon de voir ce truc de l'actualisation, c'est de dire, mes richesses d'aujourd'hui, c'est le cercle bleu, là, mais mes richesses du futur, c'est ce cercle bleu encore plus grand, parce que croissance économique. Donc, si aujourd'hui, j'ai un coût de la recherche qui représente 10 sur 100, ça coûte 10% de ma richesse. Et du coup, mon coût futur, il doit être au moins supérieur à 10% de ma richesse future si je veux justifier l'investissement. Or, comme dans le futur, il y aura de la croissance, donc j'aurai plus 100 de richesse, mais j'aurai 1000, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que le coût soit au moins égal à 100, au moins 10%, pour justifier l'investissement aujourd'hui. D'autres questions par rapport à cette actualisation? Ouais. Ouais, moi j'en ai une petite. En Europe, de ma compréhension, la recherche, elle se fait plutôt au niveau public et les coûts futurs évités sont gagnés plutôt au niveau privé, au niveau des entreprises privées. Et donc là, j'ai l'impression que les deux sont mélangés dans le calcul. Est-ce que c'est... Ouais, alors, après, ça dépend si tu te places du point de vue d'un modèle ou si tu dis il y a un paradoxe dans ton truc parce que c'est l'État qui paye et c'est les entreprises qui gagnent. Ça, oui, ça fait partie des trucs dans le système, c'est mal foutu. Et voilà. Et après, dans les modèles, souvent, il n'y a pas trop d'État, c'est plutôt des entreprises, c'est simplifié, c'est... Voilà. Mais le coup du paradoxe avec l'État, j'y viens, en fait. C'est un truc d'après. C'est effectivement un souci, c'est que comment tu arrives à financer cette recherche, sachant que l'État lui-même est soumis à des contraintes de profitabilité et que c'est souvent l'État qui va financer ça. Parce que, donc, ok, j'avance et tu vas voir que ça va répondre à ta question, j'espère. Donc, première raison pour laquelle les entreprises vont éviter de financer de la recherche, c'est cette histoire d'actualisation. C'est jamais assez... Leurs taux d'actualisation, les taux d'actualisation que les entreprises individuelles utilisent correspondent aux taux de rentabilité que les actionnaires attendent. Ces taux de rentabilité sont très élevés, autour de 10%. Donc ça veut dire que payer un chercheur 10, il faut qu'il me trouve un coût futur évité de 175 pour être justifié, et il ne le trouve jamais, ce truc-là, donc je l'embauche jamais. Premier point. Deuxième point, en fait, moi, quand je suis une entreprise ou un particulier et que je pollue la rivière, si je pêche pas dans la rivière ou si je prends pas mon eau potable à la rivière, je m'en moque en fait de polluer la rivière. C'est pas mon problème, parce que moi, surtout si je suis une entreprise, mon objectif c'est gagner le plus de sous possible. Donc ça m'intéresse pas à la rivière que je pollue si je ne l'utilise pas derrière. Et donc souvent, ça s'appelle le problème du freerider, c'est que souvent ceux qui polluent ne sont pas ceux qui subissent les causes de la pollution. Et ça, vous pouvez le voir au niveau géographique. Donc l'entreprise qui pollue en amont et l'entreprise qui subit les conséquences en aval, qui n'est pas la même, et vous pouvez le voir aussi au niveau temporel. D'accord ? C'est nous qui polluons maintenant, mais c'est les générations futures qui vont subir les conséquences. Et donc finalement, on s'en fout de polluer maintenant parce qu'on ne sera plus là dans le futur. Alors comment on arrive à résoudre ce truc-là ? En fait, une solution, ce serait d'essayer de se dire, on a besoin d'une institution qui soit capable
de se sortir de ces histoires de marché, de rentabilité, et donc d'envisager la pollution d'un point de vue global, peut-être de faire payer les entreprises qui polluent, ou alors de s'inquiéter des générations futures et de mettre les sous sur la table maintenant pour s'inquiéter des générations futures parce que nous, on le ferait pas. Et alors là, on se dit, bon, bah, c'est l'État, en fait, qui peut faire ça. Donc c'est l'État qui finance la recherche, qui va chercher les limites et les frontières, et voilà, parce que c'est une institution hors marché, et donc elle n'est pas dépendante, l'État ne serait pas dépendant du capitalisme. Sauf qu'évidemment, c'est pas vrai, parce que l'État est en partie financé par les marchés financiers. Et les marchés financiers, ils exigent une certaine forme de rentabilité. Ils prêtent, mais derrière, il faut rembourser, et puis en plus de ça, ils vont regarder comment le budget est établi, et s'il y a trop de dépenses par rapport aux revenus, eh ben, il ne prêtera pas, etc., etc. Donc en fait, l'État est en plein dans le capitalisme. Et il n'est pas extérieur. Ensuite, l'autre truc que vous allez avoir, c'est qu'il y a fort probablement un jeu du chat et de la souris qui se met en place, même si l'État se disait « Ok, très bien, je mets les bouchées doubles sur la recherche quand même, je trouverai un moyen de me financer, je vais me débrouiller. » L'idée étant que les entreprises, déjà l'État, d'un côté, il a ses coûts, recherche plus régulation, parce qu'il faut en plus réguler, c'est pas que chercher les limites et les frontières, après il faut faire appliquer la norme, etc., aller contrôler, etc. Donc ça, c'est des coûts, c'est des dépenses, des salaires, et ensuite l'État va récupérer des amendes et des taxes, peut-être, pour essayer d'équilibrer son budget. Alors là, il y a des choses qui peuvent aussi être paradoxales, c'est-à-dire que vous avez un coût de recherche et de régulation, les entreprises acceptent la régulation, et donc, du coup, vous ne pouvez pas mettre d'amende parce qu'elles respectent, et vous ne mettez pas de taxes parce qu'en fait, vous taxez la pollution, mais si les entreprises arrêtent de polluer, ben, vous ne taxez plus. Donc, il n'y a plus de revenus. Mais pourtant, il faut probablement continuer de réguler, de contrôler, de vérifier, et aussi probablement continuer de chercher. Donc, là, il peut y avoir un problème. Et puis, deuxième problème, évidemment, c'est les entreprises qui vont chercher à faire l'arbitrage entre le coût de la mise aux normes et la triche, le coût de la triche. Voilà, tricher, c'est pas gratuit, il faut payer des gens pour réfléchir à comment on peut contourner le truc. C'est probablement quand même beaucoup moins cher que de mettre aux normes. Et donc là, c'est le coût classique, c'est le coût de je pollue la rivière, on fait des recherches, l'État finit par me dire que j'ai pas le droit de polluer la rivière, donc je pollue les sols. Et donc du coup, l'État se met à faire des recherches sur les sols et il dit non, t'as pas le droit de polluer les sols non plus, donc du coup, je mets ça dans une bassine, je fous le feu, je pollue l'atmosphère. Et donc l'État me dit non, t'as pas le droit de polluer l'atmosphère non plus. Et alors là, je change de pays. Voilà. Ça s'appelle le law shopping, et vous avez un truc, je crois que c'est un site mis en place par la Banque mondiale, on trouve que c'est une bonne idée de mettre sur le marché différentes régulations en fonction des États pour que les entreprises soient capables de choisir l'État ou la zone de régulation qui est la plus efficace de son point de vue pour créer de la valeur. Donc il y a un accès à cette base de données où les entreprises peuvent aller chercher « Ah tiens, là, il n'y a pas ça, donc je vais aller me foutre là pour lancer ma production ». Donc l'État est en fait en plein dans le capitalisme, concurrence, vous vous rappelez, concurrence entre les entreprises, plus maximisation du profit. Bah, en fait, l'État, il est en concurrence avec les autres États et il ne cherche pas à maximiser son profit, mais il a des contraintes financières fortes parce qu'il dépend notamment des marchés financiers privés pour se financer. Ensuite, la dernière partie de la présentation, c'est essayer d'interroger le côté désirable d'un monde dans lequel on serait capable de voir les limites et les frontières et de rester à l'intérieur. Parce que l'idée, c'est que aujourd'hui, on est à peu près tous des homo economicus. Donc si la recherche en anthropologie nous dit que si vous allez dans des sociétés qui ne sont pas capitalistes, vous n'allez pas tomber sur des gens qui veulent consommer un maximum, posséder un maximum de choses, il n'empêche que nous, qui sommes dans un monde capitaliste, on a tendance quand même à avoir envie d'avoir toujours plus de choses, toujours plus de belles choses, de pouvoir les afficher. C'est comme ça qu'on construit aussi notre identité. Donc est-ce qu'on n'est pas tous devenus des homo economicus? Et la question c'est, si vous imaginez que dans ce qui est produit dans le monde, vous avez 3/4 qui est destiné à notre consommation et 1/4 qui est destiné à construire des nouvelles machines ou maintenir
des machines qui permettront de produire des richesses dans le futur, parce qu'en gros, c'est à peu près ça, un quart de la richesse, c'est de l'investissement pour produire plus tard, et les trois quarts, c'est de la production, et la production, bah, ça nous est destiné en termes de consommation. Donc si vous dites que bah là, vous voulez dépenser une partie de cette richesse à créer de la connaissance des limites et des frontières, etc., bah, du coup, ça veut dire que vous produisez moins de richesse. Et donc, du coup, moins de richesse, ça veut dire moins de choses à consommer, moins de choses etc., etc. Et donc, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on est capable de se rendre compte que c'est probablement ça, un monde dans lequel on respecte les limites et les frontières? Donc, c'est la notion de sobriété. Et aussi, ça pose la question, évidemment, de l'inégalité, parce que bah, on est d'accord pour dire qu'il y a toute une partie de la population mondiale qui n'a pas accès à suffisamment de choses. Donc, eux, ils ont besoin de choses. Mais du coup, si on produit moins, bah, ça veut dire que nous, on doit se restreindre. Alors après, vous pourriez me dire aussi, oui, mais là, c'est parce que tu pars du principe que le gâteau, il est de la même taille entre les deux. Mais on peut grossir la taille du gâteau aussi. Si le gâteau, il est 10 fois plus gros, là, bah, c'est pas grave d'avoir que la moitié pour la consommation. En fait, on a toujours plus de consommation pour tout le monde. Il faut juste augmenter la taille du gâteau. Donc, continuer la croissance économique, toujours plus de PIB, toujours plus de PIB. Et là, le truc, c'est le coût de l'innovation qui pourrait permettre le découplage entre notre empreinte sur l'environnement et notre production. Donc, de dire, on produit toujours plus, mais notre empreinte sur l'environnement diminue. Donc là, c'est l'idée, grâce à l'innovation technologique, on va augmenter les stocks. Alors en fait, on augmente les stocks parce que bah, y a des endroits où on sait qu'il y a de la ressource, mais on ne peut pas aller la chercher parce que c'est trop compliqué. Mais grâce à l'innovation, on pourra aller la chercher. Et donc du coup, ça fait un stock plus gros. Donc ça repousse la limite en fait, ça repousse le mur. On pousse le mur un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on se le prendra jamais, mais enfin si, on finira bien par se le prendre si on continue de dépendre de cette ressource. Mais au moins, il est plus loin. Donc on s'achète quelques années. On va pouvoir aussi augmenter les flux. Donc ça, c'est le coût l'énergie qui coûte de plus en plus cher. Ben non, pas forcément. Avec l'innovation, on va toujours avoir des pailles toujours plus efficaces pour aller sortir les matières premières et l'énergie. Et du coup, ça sera moins cher, toujours moins cher, et on pourra en faire plus. Donc plus de production, plus de consommation, tout en ayant évidemment moins de pollution, donc moins d'empreintes sur notre environnement. Donc en restant bien à l'intérieur des frontières et en ne se prenant pas les limites. Donc ça, c'est un peu le rêve de cette notion de découplage. Sauf que, de mon point de vue, tout ça, là, c'est contraint, encore une fois, par des limites physiques. L'innovation, c'est de la technologie, mais du coup, la technologie, il faut respecter les lois de la physique, quoi. On ne peut pas s'en extraire. Donc, j'aime bien l'image de la pelure de patate. Vous pelez votre patate avec un couteau à beurre, et donc ça fait des pelures bien mastoc, et vous passez à un économe au laser qui découpe au micron la peau de la pelure de votre patate. Donc oui, vous avez fait une super innovation, vous avez moins de gaspillage, moins de déchets, mais vous avez quand même de la pelure de patate à la fin. Et puis même si vous êtes capable de faire un économe au laser encore plus fin, bah oui, mais la peau de la patate, elle a une certaine épaisseur, et vous ne pouvez rien faire contre ça, quoi. Et donc du coup, à un moment donné, on rentre dans un mur. L'innovation, elle ne peut pas tout, quoi. D'où, encore une fois, la question de se dire, bah, finalement, l'innovation technologique, elle est contrainte physiquement, donc elle est contrainte par des limites physiques, des murs, alors que l'innovation idéologique, bah, c'est que des frontières, c'est des frontières dans nos têtes, qu'on pourrait peut-être essayer d'apprendre à dépasser d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce qui conclut ma présentation. Combien de temps j'ai mis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? C'est bon? Ok. Du coup, finance verte, spéculation dans le PIB ou shadow bank, est-ce qu'on refait un vote vite fait pour savoir si... On enchaîne direct, hein, on est d'accord? Pas de questions sur le... Ok, alors, finance verte. Est-ce que quelqu'un devrait compter parce que... Ok, le deuxième, spéculation dans le PIB.
Ok, moins. Et après, les banques. J'ai l'impression que je vais être obligé d'aller là-dessus. Ok, ouais. Ok, ouais. Ok. Bon. Alors, je vous préviens, ça va être balèze. Est-ce que vous voyez à peu près comment sont organisés les marchés financiers à l'heure actuelle? Donc, si je vous refais mon schéma de fonctionnement de l'économie, hop, vous avez les dépenses, les revenus, d'accord? Les dépenses font les revenus font en partie les dépenses. Ça démarre toujours là, d'accord? C'est ça en premier. Donc, il faut nécessairement commencer par financer les dépenses d'une manière ou d'une autre. Ces dépenses, elles sont financées au départ par des banques. Alors, les banques, moi, je les dessine comme ça, d'accord? Une maison. Mais je vais faire des schémas à la con comme ça. Hein. Et les banques, elles créent la monnaie, d'accord? Alors là, vous la voyez, la planche à billets. Tac, tac, tac. Tac, comme ça. Et ça, c'est mes billets. Ok, qui sortent. Donc, les dépenses sont financées par les banques de dépôt, qui injectent la monnaie dans le système. Ensuite, une partie des revenus s'en va dans l'épargne. D'accord? Alors, cette épargne, elle peut en partie venir financer des dépenses, mais individuellement. C'est-à-dire que mon épargne à moi peut financer mes dépenses à moi. Okay? Mais si je veux que mon épargne finance les dépenses de quelqu'un d'autre dans cette salle, bah, il faut qu'on ait recours à un contrat de prêt, un truc comme ça, donc ça devient un peu plus compliqué. Et donc, dans ce cas-là, on passe par des entreprises financières. Alors, les entreprises, moi, je les dessine comme ça. Tac. C'est un peu comme des tours. Okay. Je vais mettre un petit $, là, pour dire que c'est des entreprises financières. Donc, ça passe par des entreprises financières qui, en fait, représentent les marchés financiers. Et donc, vous avez une flèche qui repart comme ça dans les dépenses de l'économie. Et donc, ici, au centre, vous avez votre centrale de production. Oh là là, je dessine très mal. Tac, tac, tac. Tour, là. Voilà. Vous avez votre centrale de production qui peut produire les biens et les services. D'accord? Donc, le schéma fonctionne à peu près comme ça. Ça, c'est vos marchés financiers. C'est les entreprises financières. Et ici, là, elles financent les dépenses essentiellement d'autres entreprises et des États. D'accord? Tandis qu'à ce niveau-là, on va plutôt avoir les crédits aux PME et les crédits aux particuliers. Quand vous allez faire un crédit pour acheter un appartement, eh ben, c'est de la planche à billets, c'est de la nouvelle monnaie. À chaque fois que vous faites un crédit auprès d'une banque de dépôt, là où vous pouvez avoir un compte courant, c'est systématiquement la création monétaire. Une banque ne prête jamais l'épargne. Jamais. Toujours de la création monétaire. Les seules entreprises qui peuvent prêter l'épargne, c'est les fonds d'investissement, les hedge funds, les fonds de pension, les fonds souverains aussi, tous ces trucs-là qui sont sur les marchés financiers. Les banques d'investissement aussi, voilà, peuvent prêter l'épargne, mais pas les banques de dépôt. OK ? Et l'idée, c'est de dire que sur cette flèche qui est là, vous avez deux choses. Vous avez, alors hop, je vous présente mes produits financiers, c'est un genre de contrat avec un petit stylo là normalement. Vous avez les actions, d'accord? Donc les actions, c'est quoi? C'est des titres de propriété. Vous êtes propriétaire de l'entreprise qui émet des actions, et c'est de la dette, donc des contrats de prêt. On appelle ça des obligations. Ces produits financiers, ils sont échangeables sur un marché secondaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je prête à quelqu'un dans cette salle, d'accord? Donc du coup, je récupère un contrat de prêt où c'est marqué dessus, vous devez me rembourser à telle date. Ce morceau de papier là, c'est une obligation. Et ce morceau de papier, il a une valeur, puisque vous allez me rembourser les 100 balles dans, je sais pas moi, 3 ans par exemple. Et donc en fait, ce morceau de papier, je peux le vendre à quelqu'un d'autre de la salle, à une valeur qu'on va définir. Et du coup, la personne, au lieu de me rembourser moi, elle remboursera le possesseur de ce morceau de papier. D'accord ?
Et donc c'est ça en fait, les obligations qui changent de main, la dette qui change de main sur les marchés financiers. Vous avez un prêteur initial, et ensuite ce prêteur, il peut décider de vendre le contrat à quelqu'un d'autre, et du coup l'État ou l'entreprise devra rembourser, peu importe qui est propriétaire du morceau de papier. D'accord ? Et une question qu'on peut poser, c'est pourquoi on autorise la revente de produits financiers ? Pourquoi on autorise la revente de ce contrat de prêt ? Pourquoi les entreprises qui prêtent, donc ces entreprises qui sont là, d'accord ? Pourquoi ces boîtes-là, elles ne gardent pas les contrats ? Elles ne gardent pas les contrats parce que derrière, il y a des épargnants ici, à cet endroit-là. D'accord ? Il y a des épargnants là. Et les épargnants, eux, ils ont confié leurs sous à une boîte qui place ça sur les marchés financiers, mais ils ont peut-être placé leurs sous pour 1 an, 2 ans, 5 ans, enfin ça dépend quoi. Et le contrat de prêt, lui, c'est un contrat de prêt, si ça se trouve, c'est prêté à l'État pour 30 ans. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis une entreprise financière, je reçois 100 € de monsieur Untel, qui me dit, voilà, je veux placer cet argent chez lui, qui est très bien. Les 100 €, je les prête à l'État. Derrière, je récupère un titre de dette. Et ce titre de dette, il me rend les 100 € dans 30 ans. Alors, à un taux d'intérêt, évidemment, parce que je ne prête pas pour rien, mais je récupère les sous dans 30 ans. Et là, il y a mon monsieur machin qui me dit 6 mois plus tard, en fait, je veux récupérer mes 100 €. Oui, mais moi, j'ai juste ça, quoi. J'ai le papier, mais je n'ai pas 100 balles. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je trouve quelqu'un dans la salle qui veut ce morceau de papier de remboursement de l'État dans 30 ans, je te le passe, tu me passes 100 balles, hop, je rends les 100 balles à mon monsieur pour qu'il aille faire sa vie. D'accord ? Et donc là, vous voyez pourquoi c'est nécessaire d'avoir un marché secondaire. Et ce marché secondaire, c'est le marché sur lequel on voit les prix bouger, la bourse, le CAC 40, tous ces trucs-là qui s'agitent. C'est ce marché secondaire des financiers qui s'échangent des trucs entre eux. Et la contrainte primordiale pour ces financiers, donc pour ces entreprises, encore une fois, qui sont... Oups là, j'efface. Bon, qui sont là, d'accord ? Ces entreprises qui sont là, la contrainte, c'est, il y a les épargnants qui peuvent venir me demander des sous. Et évidemment, c'est jamais toujours une seule personne qui veut récupérer ses sous. C'est souvent un mélange des deux. C'est souvent un mélange de nouvelles épargnes qui rentrent et de l'épargne qui sort. Et en vrai, le besoin de liquidité, le besoin de financement, il correspond à la différence entre les deux. Parfois, j'ai un peu plus de sous qui rentrent que ce qui sort. Donc, je me retrouve avec une trésorerie positive. Il faut que j'achète des produits financiers. Parfois, c'est l'inverse. J'ai un peu plus de sous qui sort que ce qui rentre. J'ai une trésorerie négative et donc, il faut que je vende des produits financiers pour récupérer du cash, pour le renvoyer aux personnes qui demandent de récupérer leurs fonds. Ça va ? Jusque-là ? Bien. Maintenant, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe à ce niveau, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau des banques là. Donc là, je vais effacer ça. Tac, tac, tac. On a vu que, au niveau de mon marché financier, il y a une contrainte de trésorerie. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a une contrainte de trésorerie au niveau des banques ? Les banques créent la monnaie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand une banque... Alors là, du coup, il va falloir que je fasse un autre petit schéma. Qu'est-ce que je fais ? Je peux changer de page là-dessus ou pas ? Je ne peux pas changer de page. Donc, je suis obligé d'effacer mon super schéma ? Mince. Je annuler plus page. Tac. Wow. Ok. Donc, on a souvent l'impression que ça marche comme ça. Donc, vous avez d'abord, en numéro 1, vous avez les euros qui rentrent dans la banque. D'accord ? Tac. Et en numéro 2, vous avez les euros qui sortent de la banque. Donc ça, c'est un prêt. Et ça, c'est un dépôt. D'accord ? Donc souvent, on dit ça. Les dépôts font les crédits, les dépôts font les prêts. On va tous... En fait, là, on fait un cluster. Là. J'ai l'impression que... c'est déjà transmis par là, ça a démarré là-bas. Bientôt, c'est moi qui tousse. OK. Donc, on a l'impression que c'est les dépôts qui font les crédits. C'est souvent comme ça que le banquier nous dit que ça marche. Ah bah oui, mais vous comprenez, j'ai pas autant d'argent que je veux. Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Bon. Donc, ça, c'est... En fait, ça, c'est pas comment fonctionne une banque. D'accord ? Ça, c'est comment fonctionne une shadow bank. Une shadow bank, c'est-à-dire un fonds d'investissement
sur les marchés financiers. Là, c'est ma petite entreprise c'est exactement le schéma d'avant que je vous montrais. Ça c'est les marchés financiers. Par définition, ça, c'est les marchés financiers. Les banques, c'est pas ça. Les banques, j'ai ma banque là, tac. C'est d'abord, je prête, d'accord, ici des euros, et parce que j'ai prêté et que donc j'ai injecté de la monnaie dans l'économie, alors j'ai des sous qui vont rentrer de l'autre côté, en deux. Donc là, c'est les crédits qui font les dépôts. Parce que je prête à quelqu'un, alors ce quelqu'un dépense des sous dans un magasin, et le magasin doit bien déposer ses sous quelque part, il le dépose chez moi. Pouf, ça revient. Ça part d'un côté, ça revient de l'autre. Le besoin de liquidité des banques, il intervient où? Il intervient parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'une seule banque, il y en a deux. D'accord? Et il se trouve qu'au lieu de faire comme j'ai fait là, et ben ça fait comme ça. Tac. Hop là, non. Ça fait comme ça. Tac. 2. Voilà. Banque A, banque B. Et là, vous avez un problème. Les euros sont créés par la banque A, la personne dépense ses sous, mais derrière, il se trouve qu'il est dépensé dans le magasin de peu importe, et ce peu importe, il a un compte dans la banque B. Ok, donc là, il y a un souci, en fait. Là, on voit bien que le 1 et le 2 ne correspondent pas, et donc, on va se retrouver à avoir un besoin de financement. La banque A va devoir trouver les sous pour payer la banque B. D'accord? Et c'est là qu'il y a un besoin de liquidité. Donc, vous voyez que, autant ici, dans mes histoires de marché financier, si j'ai 100 euros qui rentrent là, bah, j'ai 100 euros qui sortent là. Ok? Mais dans mon histoire de banking, là, si j'ai 100 euros qui sortent là, bah, il faut que j'ai 100 euros qui rentrent là, mais ça, c'est si toute la somme se retrouve dépensée et se retrouve à arriver dans la banque B. Mais en réalité, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai effectivement, la banque A a créé 100 euros, mais la banque B, elle a aussi créé quelque chose. Et en fait, elle aussi, elle a créé, on va dire, 150. D'accord? Et les 150, ils se retrouvent là. D'accord? En deux. Et donc là, vous voyez qu'on va se retrouver à avoir une différence. Le besoin de financement va être que de 50 euros. Il y a une banque qui va devoir payer l'autre 50. D'accord? Le manque à gagner n'est que de 50. Mais le financement total de mes banques, là, alors donc, il va y avoir un besoin de financement. Donc, si c'est elle qui dépense, ça fait dans ce sens-là. Tac. D'accord? Il va falloir que la banque B doit trouver 50. D'accord? Donc là, vous avez ce 50, ça correspond à votre besoin de financement, qui est toujours second. D'accord? Besoin de financement, ou besoin de trésorerie, si vous voulez. D'accord? Qui est toujours, c'est l'étape 2 du système. Et l'étape 1, c'est tout ça, là. Et c'est 250 euros de pouvoir d'achat dans l'économie. Parce que clairement, il y a 250 euros qui ont été dépensés dans le système. Et donc, vous voyez que le besoin de financement d'un système bancaire, il peut être en fait très faible, 50 seulement. D'accord ? Les banques sont obligées de s'endetter quelque part de 50, alors qu'elles ont été capables de financer l'économie à hauteur de 250. Tandis que sur mes marchés financiers, là, puisque le dépôt doit être premier et le prêt second, alors dans ce cas, si j'ai 100 euros qui rentrent, j'ai 100 euros qui sortent. Mais pour les banques, en fait, ça rentre après. Donc je verrai bien ce qui va arriver après, et le besoin de financement est second. Donc vous voyez déjà pourquoi le système bancaire est plus intéressant de ce point de vue-là que les marchés financiers. C'est parce qu'il permet, il y a une espèce d'effet de levier en fait, il permet de, parce qu'il y a ce système de création monétaire, on se retrouve avec des besoins de financement qui sont moindres. Ça va déjà, là, ce que j'ai expliqué là? Alors maintenant, ça c'est pour vous convaincre qu'un système bancaire c'est déjà pas mal par rapport à un marché financier, en termes de puissance de financement. Maintenant, l'autre point c'est la panique financière. Une panique financière, ça ne peut pas intervenir au niveau des banques, a priori. A priori. Donc, pourquoi? Comment est-ce que je vais réussir à expliquer ça? En gros, alors, je vais peut-être reprendre un schéma que j'avais fait là. Une seconde. Vous imaginez ici un petit personnage, d'accord?
qui a confié ses sous, hop, là il a confié des euros, à un fonds d'investissement. D'accord? Ce fonds d'investissement, il reçoit les euros là, ok? Et il va aller faire quoi? Il va aller acheter des produits financiers. Donc, il reçoit un produit financier. Tac. D'accord? Donc, les euros ont disparu. Oh là là, ma gomme, elle est beaucoup trop grosse. Et maintenant, il ne reste plus qu'un produit financier. Bien. Et ce qui va compter, c'est quoi? C'est la valeur de ce truc-là. La valeur sur le marché. Donc là, vous imaginez un marché, hop, avec des prix qui font n'importe quoi. Et le client qui est là, lui, il passe son temps à regarder ce qui se passe là. Et il voit la valeur de son investissement bouger. Ok? Et si la valeur de ce truc-là se met à se péter la gueule massivement, et ben lui, il panique total, et il dit ah, rends-moi mes sous très vite. Lui, du coup, il se dit mince, j'ai pas de sous, j'ai un produit financier. Qu'est-ce que je fais? Je participe au crash, je vends, d'accord? Je récupère pas grand-chose en vrai, donc des petits euros là, comme ça, pas beaucoup, et je les rends à lui, d'accord? Et là, vous avez en gros le mécanisme de la panique financière. Le mécanisme de la panique financière, il est lié à ça. Là, il y a un point qui est très important à comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on panique? Essentiellement parce que quand mon personnage qui est là, il regarde la valeur sur les marchés, qu'est-ce qu'il regarde? Il ne regarde pas, si je refais mon marché comme ça, vous imaginez un cours qui fait comme ça, lui, ce qu'il voit, c'est ça. Il voit la dernière transaction. Et en fait, on a des règles comptables qui disent que quand on valorise les produits financiers, on les valorise toujours à la dernière transaction, donc là où j'ai fait ma flèche. L'idée est de dire, c'est quoi la valeur d'une action? Bah, la valeur d'une action, normalement, ça correspond aux bénéfices futurs qu'une entreprise est capable de faire. Bon, c'est quoi les bénéfices futurs qu'une entreprise? Bah, on n'en sait rien, personne n'en sait rien, donc voilà, on a des avis divergents, et ça s'exprime sur les marchés. Très bien. Mais maintenant, donc du coup, la valeur va varier comme ça. Mais tous les soirs, quand vous êtes trader, vous devez dire combien vaut votre stock de produits financiers. Notamment parce qu'il y a cet investisseur qui est là, le client de départ, qui veut savoir où ça en est. Il veut savoir combien ça vaut, lui, son investissement. Et donc, parce qu'on est persuadé que les marchés financiers sont efficients, etc., eh bien, on dit à ce trader, eh bien, pour renseigner ce personnage, ce client-là, sur la valeur de ce qu'il possède, eh bien, tu prends la dernière transaction. D'accord? Tu prends la dernière transaction. Mais pourquoi on dit ça? En fait, on pourrait dire, tu prends la moyenne des 6 derniers mois de transaction. Tu vois? Et ce serait ça la valeur. Et du coup, si on faisait ça, bah, même s'il y avait une forte baisse comme ça, en vrai, on aurait une valeur qui serait quelque part par là, et donc ce serait déjà moins catastrophique que de prendre la dernière transaction. D'accord? Encore pire si vous avez un cours de bourse qui fait ça, et qui d'un coup drop comme ça. Là, votre moyenne, elle est quelque part par là. Donc la baisse instantanée, elle se voit quasiment pas du point de vue de l'investisseur qui est là. Okay? Mais nous, on a choisi, c'est une règle comptable qui s'appelle le mark-to-market, de dire non, non, on prend toujours la dernière transaction. Pourquoi? Parce que le marché a toujours raison, il est parfait, il est génial. Ok. Du coup, ça précipite les paniques. Parce que forcément, lui, il voit que le prix est là, du coup, il dit vend en catastrophe tout de suite, et tous vont faire la même chose, et donc du coup, le prix qui était là, il collapse encore plus. Et ça attire encore plus de gens, etc. Et évidemment, ça marche dans le sens inverse. Si votre prix, au lieu de baisser, il monte très fort, comme ça, et ben tout le monde a l'impression que ça vaut ça, ce petit point-là qui est là. Et donc tout le monde se dit, c'est génial, ça monte, vas-y, achète. Et voilà vos bulles spéculatives qui apparaissent. Alors c'est très très résumé et très grossier, mais en fait c'est à peu près ça. D'accord? Donc du coup, votre système financier, il est soumis à ce problème de valorisation des actifs. Combien valent les produits financiers? Et quelle est la règle comptable qui nous permet de définir la valeur de ces actifs? Il se trouve que cette règle comptable, c'est la règle du mark-to-market, et la règle du mark-to-market favorise la panique. Bon, maintenant, et vous voyez bien qu'une autre partie du problème, c'est que ce que possède ce client-là, c'est des produits financiers. Donc il s'interroge sur la valeur de ces produits financiers. Et c'est là que la panique intervient. Combien ça vaut? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, prenons une banque. Vous avez une banque, tac.
hop, comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé, je vous l'ai dit, c'est toujours le numéro 1, c'est ça, elle a commencé par faire un prêt. D'accord? Donc c'est un prêt, le voilà, tac, 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 on ne sait pas c'est à qui, on s'en moque, elle a fait un prêt. Et ce prêt, il a pour une valeur de 100. Elle a prêté 100 €. D'accord? Et puis derrière, vous avez la monnaie qui rentre, qui revient de l'autre côté, comme ça, par le biais d'un dépôt. Tac, tac, tac. Et ce dépôt, il est évidemment de 100 €. Donc là, on a financé quelqu'un qui a dépensé ses sous dans le magasin de quelqu'un d'autre, qui, hop, redépose ses 100 € à la banque. Et donc là, on a une personne. Tac. La question est la suivante. En gros, l'idée, c'est que ça, là, ces 100 € qui sont là, ils sont garantis. C'est des euros. On ne s'interroge pas sur la valeur d'un dépôt marqué 100 € dessus. 100 €, c'est 100 €. C'est pas autre chose. Si ce personnage-là, il était propriétaire du produit financier qui est là, alors oui, il dirait, ça vaut combien, ce produit financier? Mais il n'est pas propriétaire de ça. Il est propriétaire d'un compte à la banque avec 100 € marqués dessus. Donc ce machin-là, là, ça bouge jamais. Ça vaut toujours 100. Mais si ça vaut toujours 100, il n'y a jamais de panique. Peu importe la valeur de ce truc-là, quelque part. C'est le problème de la banque. Mais le client, lui, il ne le voit jamais. Il voit 100 balles marquées sur son compte. La quantité d'argent que vous avez sur votre compte ne varie pas en fonction de la valeur de ces trucs-là. Et donc, du coup, votre système de panique, il est neutralisé. Il est neutralisé parce que ce que le client qui est ici, il possède, c'est un compte en banque avec de la monnaie dessus. Alors que quand je suis client d'un fonds d'investissement, je ne possède pas de la monnaie, je possède un produit financier. Et donc, je m'interroge sur la valeur de ce produit financier. Donc, parce que vous avez mis un intermédiaire ici, un intermédiaire très particulier, qui est un intermédiaire qui sait créer la monnaie, eh bien, d'un côté, il a un produit financier, l'intermédiaire possède un produit financier, la banque possède un produit financier, et de l'autre, elle donne de la monnaie. Alors qu'un fonds d'investissement, lui, il dit, bah, j'ai un produit financier, mais en fait, le produit financier, c'est le tien. Donc, voilà, la valeur va varier et fais gaffe. Alors qu'une banque, non, elle se met au milieu, elle dit, non, le produit financier, il est à moi. C'est moi qui gère la valeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, tu as 100 € et ça ne bouge pas, c'est 100 €. D'accord? Intuitivement, c'est ça le truc à comprendre. Donc, en ce sens, une banque est beaucoup plus stable. Il n'y a pas de risque de panique. Il n'y a pas de risque de panique a priori, parce que, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, donc là, je vais faire un petit bilan comptable, on slash. D'accord? Est-ce que ça vous parle, un bilan comptable? Et quelle heure il est aussi? Où est-ce que j'en suis? Ouais, 20h30. On arrive à la fin, je termine. Ça vous parle un peu un bilan comptable ou pas du tout? Actif, passif. Donc, les produits financiers, ils sont... Donc ça, c'est l'actif, d'accord? Ça, c'est le passif. Oups, c'est pas un B, c'est un B. C'est le passif. De ce côté-là, vous avez les produits financiers. D'accord? Et là, vous imaginez que c'est le bilan comptable de la banque. Hein, d'accord? Là, ici, c'est l'argent qui a été mis par les actionnaires. Je ne rentre pas dans les... Mais bon, oui. C'est l'argent qui a été mis par les actionnaires. Alors moi, les actionnaires, je les fais avec un petit chapeau, comme ça. Un petit chapeau de forme d'actionnaire. Voilà. Ça, c'est l'argent mis par les actionnaires. Et ça, c'est quoi? C'est les dépôts des clients. OK? Donc, c'est mon client qui est là, qui a son dépôt de 100 €. Bah, les dépôts de 100 €, ils sont ici. D'accord? Ces dépôts-là, c'est considéré comme de la dette, donc ça ne varie pas. Et c'est ce qu'on disait, 100 €, c'est 100 €, ça ne bouge pas, c'est toujours 100 €. Mais la valeur de ces trucs-là, là, ces machins-là, ça varie, en vrai. Et donc, si ça varie dans ce sens-là, en baissant, eh ben en fait, vous avez cette colonne-là. Oh là là, je ne peux pas diminuer la taille de ma gomme. Je veux bien pouvoir faire ça. Bon. Ok, très bien. Alors, vous avez la taille de cette colonne qui va se mettre à diminuer comme ça. Tac. Tac. Vous voyez la diminution là? Parce que ça baisse de valeur. Ok? Et comme ça baisse de valeur, la banque est en train de faire des pertes. Mais qui va subir les pertes? Eh ben, c'est les actionnaires. On va couper là. Flaf. Et on va dire, tout ça, c'est perdu. Voilà. Il ne reste plus que ce petit bout-là. Voilà, cette petite différence-là, il ne reste plus que ça. Et en fait, la banque se dirige vers la faillite.
Si jamais on perd encore le petit bout qui reste des actionnaires, c'est la faillite. Et la banque, elle explose. Mais du coup, le mec qui est là, il ne voit pas ça. Il le verra que si la banque fait faillite. Mais tant que la banque ne fait pas faillite, il ne le voit pas. Et donc, il n'a pas besoin de s'intéresser à la valeur de ce truc-là. Et l'idée, c'est que la manière dont le système bancaire a été conçu, c'est que parce que cette faillite est possible, et qu'en fait, pour des raisons, ça devient un peu compliqué, mais c'est déjà assez compliqué comme ça, mais pour des raisons historiques, il se trouve qu'on a mis en place des systèmes pour faire en sorte que les gens n'aient pas à s'inquiéter de ce truc-là. C'est notamment le rôle de la Banque centrale. Donc, quand on commence à être dans cette situation-là où une banque se rapproche de la faillite, un truc qui va se passer, c'est que, je vous ai dit dans ma slide d'avant que, vous savez, la banque crée 100, mais peut-être que les 100 ne lui reviennent pas à elle complètement. Peut-être que les 100, ils viennent dans une autre banque. Et l'autre banque a créé 150, et du coup, ça vient à l'autre banque, et du coup, vous avez 50 qui doivent filer d'une banque à l'autre. Vous vous rappelez de cette slide-là? Où est-ce que je retrouve mes slides? Je ne sais pas. Tiens, page précédente. Tac, tac, tac. Voilà, c'était ça. Vous vous rappelez de cette partie-là? Ok. Ce besoin de financement-là de 50, ça aussi, ça peut faire tomber la banque. Si elle ne les trouve pas, quelque part, ça peut faire tomber la banque. Et quand la banque est dans cette situation où la valeur de ce qu'elle possède baisse, bah, les autres banques qui lui prêtent d'habitude, elles se mettent à dire « Oh non, non, mais là, c'est hyper risqué, c'est mort, je lui prête plus. » Et ben, dans ce cas-là, c'est la banque centrale qui arrive et qui dit « T'inquiète. » Alors, la banque centrale, comment on la dessine? On la dessine un truc comme ça, je crois. Je fais un genre de building comme ça. Ça, c'est la BCE. Hop. Elle arrive et elle dit « Tintin, t'inquiète pas, les 50, je te les prête. Je te sauve de la liquidité. » Ouais. En partant de ce principe, est-ce que si la banque centrale devenait actionnaire des banques, ça pourrait régler une partie du problème ou pas du tout? Ouais, carrément. Si la banque centrale devenait actionnaire des banques, ça réglerait tous les problèmes. Parce que vous avez deux types de faillites. Vous avez la faillite par manque de liquidité, qui est la faillite par manque de besoin de financement qui est là. Ce besoin de financement de 50, en général, c'est la banque centrale qui fait un crédit, qui prête aux banques. Et vous avez la faillite, hop là, page suivante, et vous avez la faillite par ça, là. Il n'y a plus de sous des actionnaires. Cette faillite, quand il n'y a plus de sous des actionnaires, ça, la Banque centrale, elle n'intervient pas normalement. Mais elle pourrait. Et si elle le faisait, alors là, il n'y aurait plus aucune banque qui pourrait jamais faire faillite. Mais l'idée de la Banque centrale, en fait, ça va être de dire, donc, elle intervient toujours pour sauver une banque quand on a un doute sur la valeur des actifs possédés par la banque. Parce que c'est toujours ça, la banque, elle a fait des prêts. D'un coup, les autres banques se disent « Oh là là, mais cette banque là-bas, je crois qu'elle a prêté n'importe quoi à n'importe qui, donc c'est mort, je ne lui prête plus rien. » Donc, elle se retrouve en problème de financement, comme j'ai montré dans le slide d'avant, le coût des 50. Et là, c'est la Banque centrale qui dit « Ah bah, vous voulez plus prêter à Michel. Bon, bah d'accord, bah, c'est moi qui vais le faire. » Et puis c'est bon, ça sauve le truc. Okay, mais il y a un autre point qui est très important, c'est que pour avoir cette faillite-là, cette faillite des actionnaires, d'accord, qui correspond au fait que ce machin-là, ça perd de la valeur, les crédits perdent de la valeur, eh ben, il faut un marché pour estimer la valeur des crédits. D'accord, il faut que ce soit des crédits échangeables. Parce que qu'est-ce qui détermine la valeur des produits financiers? Ben, je vous l'ai dit, c'est les marchés. Le fait de pouvoir acheter et vendre des crédits sur un marché. Et on peut dessiner la courbe et on prend toujours le dernier point de la courbe. Mais les banques, elles ne vendent pas leurs crédits sur des marchés, en vrai. Quand la banque vous fait un crédit immobilier, vous remboursez toujours votre banque, et en fait, votre banque, elle reste assise sur votre crédit, elle le vend à personne. Et parce qu'elle le vend à personne, il n'y a pas de marché pour ce crédit. Et parce qu'il n'y a pas de marché pour ce crédit, alors dans ce cas, on ne connaît jamais la valeur de ce crédit. Et donc, la valeur de ce crédit n'a pas besoin de bouger. Et donc, le seul moment où on a un risque de faillite dans les banques, c'est quand les autres banques pensent que les crédits ne valent pas grand-chose. Mais ils n'en savent jamais rien, parce qu'il n'y a pas de marché. C'est une espèce d'intuition comme ça. Et donc, dans ce cas-là, quand il y a cette intuition qui se présente, eh ben, il y a la Banque centrale qui intervient et qui prête là où il faut. Mais d'un point de vue comptable, on n'a jamais besoin, on ne se retrouve jamais dans cette situation-là. Là. D'accord ? Parce qu'ici, on valorise toujours les crédits à leur pleine valeur. Il n'y a pas de marché, donc on s'en fout. Un crédit prêté, on a prêté 100 à quelqu'un, ce quelqu'un est très dangereux, en fait, il ne va peut-être pas rembourser, c'est pas grave, ça vaut toujours 100. J'ai absolument pas besoin de déclarer que ça vaut 50 ou que ça vaut 20. Il n'y a pas de marché. Donc,
voilà, mark to market, mais il n'y a pas de market. Donc, je garde le prix de référence. Et il y a les autres banques qui pensent que potentiellement ce crédit n'a pas de valeur, mais ils n'en sont pas sûrs, donc ils ne veulent pas me prêter, pas de souci, j'ai la Banque centrale qui me prête. Et voilà, je ne peux pas faire faillite. Nickel. Mais à partir du moment où vous mettez un marché dans l'équation, alors là, ça ne marche pas. Parce que si vous mettez un marché dans l'équation, alors là, le prix de ces trucs-là va se mettre à baisser, peut-être, et là, vous allez avoir la baisse de valeur ici, et là, vous allez avoir besoin de l'injection par les actionnaires, et la Banque centrale ne veut pas être actionnaire, et donc vous avez besoin d'un État. C'est souvent l'État qui sauve les banques, dans ce cas-là, qui devient l'actionnaire de la dernière chance. Mais donc, si vous enlevez le marché, vous enlevez cette situation, ce problème. Alors, vous l'enlevez partiellement parce que il y a un autre truc qui peut se passer, c'est, alors oui, on parle de la valeur d'une obligation, mais au final, si j'ai prêté 100 à quelqu'un et que le quelqu'un, il me rembourse 0, ah bah oui, là j'ai une perte, j'ai une vraie perte. Mais il n'empêche que tant qu'il ne m'a pas remboursé, je ne sais pas si j'ai une perte. Donc ça ne sert à rien de paniquer, on attend de voir. Et effectivement, le jour J, si ça vient pas, bah là oui, ok, on déclare une perte. Le problème des marchés financiers, c'est qu'ils paniquent avant même que la perte se matérialise. Par exemple, pour les subprimes, alors j'ai mes chiffres qui sont là et je vais terminer là-dessus. Pour les subprimes, vous aviez des produits financiers complexes, ABS. Ce qu'avaient fait les banques, c'était de faire, bah, vous voyez, je suis une banque, je vous prête pour votre appartement, je récupère le papier là, et le papier, en fait, je le coupe en petits morceaux, et du coup, ce petit morceau, je l'assemble avec un petit morceau de la dette de quelqu'un d'autre, que j'assemble avec un petit morceau de la dette de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, j'obtiens un tas de petits morceaux de dette qui vaut peut-être 1000 de remboursement, et je vends ça sur les marchés financiers. Ça, c'est ce qu'on appelle un ABS, d'accord ? Et ce truc-là, après, ça traite sur les marchés financiers, se l'échange. Donc, parce qu'il se l'échange, il y a un prix de marché. Parce qu'il y a un prix, on voit le mark-to-market, et tout le monde doit dire, ah bah oui, moi, la valeur de mon produit financier, c'est ça, parce que la dernière transaction, machin, tout ce que j'expliquais. Pendant la crise des subprimes, la valeur de ces ABS-là, c'était 5000, il y en avait pour à peu près 5500 milliards. Alors en vrai, on prend tous les crédits qui ont été titrisés entre, je crois, 2007 et entre 2005 et 2007, un truc comme ça. Je pourrais vous retrouver le papier sur lequel j'ai prélevé ce chiffre. Mais donc, ce qui semble le plus probable, c'est que ce qu'il y avait sur les marchés à ce moment-là, c'était autour de 5500 milliards. Il y avait 5500 milliards de dettes à rembourser. D'accord ? Il y a eu une panique générale, on s'est dit il y a des subprimes là-dedans, ça ne va pas rembourser, le prix s'est écroulé. Ça a fait faire faillite plein de monde, etc. Bon, sur ces 5500 milliards, il y en a 420 qui n'ont pas remboursé. Alors, 420 milliards, c'est beaucoup, 420 milliards de crédits pas remboursés. Mais 420 sur 5500, c'est même pas 10%. Et même pas 10%, ça fait une crise mondiale. Et en fait, ça fait une crise mondiale parce que les marchés surréagissent. Ils se mettent à vendre comme des fous, et ils ne savent pas si ça va être remboursé ou pas. Mais ils ne veulent pas toucher à ce truc-là. Le prix baisse, et parce que le prix baisse, tout le monde doit déclarer dans son bilan comptable, c'est ça le prix. Mais on n'en sait rien, c'est ça le prix. Attendons de voir si on est remboursé ou pas. Et là, on saura. Et bien, dans un système bancaire, avec des banques qui possèdent les crédits et qui ne les revendent pas, il n'y a pas de marché, et ben, on peut faire ça. On peut attendre le jour J. Et donc, du coup, s'il y a une perte, il peut y avoir une perte, donc il peut y avoir des bulles, ça n'empêche pas les bulles spéculatives, mais ça permet de prendre une perte qui correspond exactement à ce qui n'a pas été remboursé, plutôt que d'anticiper les pertes et du coup de paniquer et de créer une crise mondiale, une panique. Et donc, en ce sens, un système de financement de l'économie qui soit uniquement basé sur des banques et pas sur des marchés financiers serait probablement beaucoup plus sain. D'accord ? Ça provoquerait probablement beaucoup moins de crises. Par contre, le revers de la médaille de ça, c'est que moi, je ne peux pas placer mon argent dans un fonds spéculatif qui peut me rapporter 10%, machin. Non. C'est livret A, 1%, voilà. L'inflation, peut-être, voilà, on pourrait définir que c'est l'inflation, pas plus. Personne ne peut faire plus. Et du coup, pas du tout besoin de vos super riches qui peuvent financer, je sais pas quoi, on a besoin d'eux parce qu'ils ont plein de sous. Non, ils mettent ça sur leur livret A, on s'en fout. Et c'est les banques qui créent la monnaie, en fait. Mais c'est comme ça que ça a marché pendant très longtemps. Alors après, pourquoi les marchés financiers sont arrivés ? C'est essentiellement pour les histoires d'actions. D'accord ? L'actionnariat. Effectivement, l'actionnariat, c'est difficile de penser que les banques puissent faire de l'actionnariat. Les banques, ça fait du crédit. Très bien. Donc vous avez des marchés financiers pour les actions, pour le marché action. D'accord ?
Et là, oui, si vous voulez mettre dans des actions, bah, vous devenez propriétaire d'une boîte, et puis, enfin, en partie propriétaire d'une boîte, et puis voilà, la boîte marche pas, et le prix bouge, et voilà. Il y a de la spéculation là-dessus, mais au moins, au niveau du crédit, là, ça spécule, enfin, ça peut toujours spéculer, les banques, ça peut quand même spéculer, donc il faut une forme de régulation, mais au moins, pas de panique au niveau de la dette. Or, ce qui s'est passé en 2008, c'est ça, c'est une panique au niveau de la dette. Parce qu'on a mis la dette sur les marchés financiers, et donc on a soumis la valeur de ces dettes aux paniques financières, à ce prix-là, et on regarde toujours le dernier prix. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été clair. On est encore 30, hein, c'est étonnant. Désolé, il n'y a peut-être plus de temps pour les questions du coup. Merci pour la présentation. Je suis un peu confuse par la présentation des banques comme si stables, parce que quand même, comme tu as dit, ils peuvent créer la monnaie, ils ont très peu de limites de ça, la régulation est très bas, et donc ils peuvent prêter beaucoup plus. Oui, il n'y a pas vraiment de base sur ça. Donc, comment peut-être j'ai pas très bien compris, le français, c'est pas, je comprends pas tout. Mais peut-être tu peux clarifier encore une fois pourquoi tu considères les banques comme stables dans cet système qui, où ils peuvent créer la monnaie de out of thin air. Oui, merci. Alors, si je reprends mon truc, c'est il y a deux risques pour une banque, d'accord? Je reprends mon histoire de bilan. Ok, là c'est ce que les actionnaires ont mis, d'accord? C'est mes actionnaires, hop. Et là c'est les dépôts des clients. Donc c'est l'argent qu'on a sur les comptes. Et ça, c'est les prêts qu'a fait la banque. Le premier risque de faillite, c'est le risque de la valeur de ce truc-là diminue. Pour que la valeur de ce truc-là diminue, il faut que ces choses-là soient cotées sur un marché financier. Si on interdit aux banques de coter sur les marchés financiers les crédits qu'elles font, alors dans ce cas, on n'a pas besoin de s'inquiéter de cette chose-là. La seule chose dont on a besoin de s'inquiéter, c'est si jamais les clients ne remboursent pas leur crédit. Mais là, du coup, la banque n'a pas du tout intérêt à prêter à quelqu'un qui ne peut pas rembourser son crédit. Parce que sinon, elle perdrait de l'argent pour ses actionnaires, elle ferait faillite. D'accord? Ce qui la sauve de faire ça, c'est le fait qu'elle ait accès à un marché. Et donc, en fait, elle va essayer de revendre ces trucs-là sur un marché avant même qu'ils perdent suffisamment de valeur. Ce qui la sauve aussi, c'est le fait que l'État a tendance à devenir... Alors, mon État, je le dessine comme ça. Tac. C'est une maison un peu plus... Alors que les banques, c'était un chapeau pointu. Donc, le problème du too big to fail, c'est ça, c'est que en général, quand la perte est constatée ici et qu'on a éliminé toute cette valeur-là, eh ben c'est l'État qui revient mettre de la valeur au-dessus pour sauver la banque, qui vient mettre des sous là-dedans. Mais ça, c'est pas particulièrement un problème, parce que ça veut dire une nationalisation. Alors, c'est un problème, non, c'est voilà, l'État devient propriétaire de la banque. Donc maintenant, c'est moi qui gère, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Voilà, c'est le jeu. Alors par contre, le problème, c'est l'idéologie actuelle qui fait que les États, ils rentrent là-dedans en disant oh, « ok, je sauve », mais dès que ça va mieux, poup, poup, ils s'en vont. Ils vendent les actions et du coup, ils s'assoient sur tous les bénéfices futurs de la banque qui pourraient financer le budget public. Mais l'État ne veut pas faire ça parce qu'idéologiquement, ça passe très mal d'être propriétaire d'une banque, particulièrement d'une banque. Ouais. Et je suis même pas sûr que les règles européennes ne fassent pas que parce qu'une banque centrale ne doit pas prêter à un État et que la banque centrale est supposée prêter aux banques, si jamais une banque est détenue par un État, alors c'est considéré comme si elle prêtait à l'État et du coup ça marche pas. Et voilà. Et donc, voilà, l'État ne peut pas rester actionnaire longtemps des banques. Souvent, ils ont des actions très spéciales qui permettent de les sauver dans ces cas-là, mais qui ne sont pas quand même des vraies actions, qui ne donnent pas droit de vote au conseil d'administration. Bon,
mais ça, c'est un problème idéologique. Mais finalement, je crée une banque, la banque est privée, vous avez le droit de créer la monnaie. Par contre, si vous faites n'importe quoi, vous faites faillite. Ou alors, je vous rachète et vous devenez une banque publique. Et tous les sous, c'est pour le gouvernement, enfin, c'est pour l'État. Bon, bah voilà, c'est... Voilà. Alors après, il peut y avoir des autorités qui vont contrôler les crédits, etc., pour faire attention qu'il n'y ait pas des bulles, notamment, probablement qu'il y a des choses à faire dans l'immobilier, parce que les bulles, elles viennent souvent de l'immobilier quand même. Mais voilà. Et après, un truc à bien comprendre aussi, c'est de faire la différence entre la banque d'investissement et la banque de dépôt. Donc la banque d'investissement, c'est la banque dans laquelle il y a les traders, enfin c'est la banque qui est connectée au marché financier, quoi. La banque de dépôt, c'est la banque dans laquelle vous avez un compte avec une carte de paiement, etc. Bon, un truc qui se passe, c'est que aujourd'hui, les histoires de too big to fail, c'est souvent que ce qui se passe, c'est... Alors, aux États-Unis, oui, il y a eu un financement de bulles spéculatives absolument immense, mais aussi parce que la régulation aux États-Unis a permis la naissance de cette bulle. En France, c'est déjà moins possible, parce qu'il y a des histoires de refinancement et tout. En France, ça marche pas comme ça. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que qui avait des crédits subprime dans BNP Paribas? C'est pas la banque de dépôt, c'était la banque d'investissement. Donc, c'est la banque d'investissement qui accumulait les pertes et qui, du coup, tirait avec elle la banque de dépôt, la banque classique, et qui la menaçait de faire faillite. Et l'État, en fait, il s'en moque quelque part, sa banque d'investissement qui fait faillite. Bon, bah, oui, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est pas trop grave. C'est surtout la banque de dépôt. Parce que la banque de dépôt, ça veut dire que tant que la faillite n'est pas résolue, donc tant qu'on n'a pas vendu les actifs de la banque au tribunal, etc., eh ben, les comptes des clients sont gelés. Alors en vrai, ils sont gelés, et donc du coup, c'est l'État qui doit donner les sous à tous les clients. C'est la garantie des dépôts. Et du coup, ça coûte une fortune. Donc c'est bien moins cher de devenir actionnaire. Et c'est pour ça que l'État va sauver les banques. Mais donc une réforme qui peut être faite, c'est de casser banque d'investissement, banque de dépôt, et déjà là, ça sécurise largement le système bancaire. Oui, enfin je sais pas si c'était là en premier. J'ai juste une petite question. Tu as montré, donc tu as toutes les sources de quand les banques créent l'argent, et bah, évidemment il y a besoin d'un sink un peu pour sortir cet argent-là. D'un quoi, D'un égout en quelque sorte pour sortir tout cet argent. À un moment, enfin je comprends qu'il y a l'inflation et tout, mais j'imagine que les banques peuvent pas prêter indéfiniment et qu'il y a des règles derrière. J'ai entendu que c'est lié au dépôt et tout ça. Est-ce que tu peux développer? Alors en fait, c'est lié encore une fois à... Allez, je vais refaire un bilan. Vous l'adorez, je le refais. Donc c'est lié à ça. Aujourd'hui, ce qui limite les banques dans la création monétaire, c'est... Tac, j'ai toujours ça, vous commencez à connaître. Hop, là j'ai les actionnaires, là j'ai les dépôts, etc. Bon, la création monétaire, c'est tout ça. D'accord? C'est tout ça. Et il y a un ratio, qui est le ratio de tout ça, sur tout ça. Et ça ne peut pas dépasser un certain niveau. Et donc du coup, c'est ça qui bloque à un moment donné les banques dans la création monétaire. Donc si elles veulent créer plus de monnaie, eh ben, il faut que les actionnaires rajoutent des sous là-dedans. Fait grossir ce truc-là, et donc du coup, là, tu peux étirer ce machin-là et créer encore plus de monnaie. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ça qui limite les banques dans la création monétaire. Ça s'appelle les ratios de solvabilité. C'est défini par Bâle 3, maintenant, on est rendu à... Quand vous entendez parler de Bâle, c'est ces trucs-là. Alors, c'est la banque centrale qui les impose, mais c'est la banque centrale qui contrôle. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui impose. Ça doit être décidé par une instance européenne. Mais ce n'est pas la banque centrale qui décide. C'est la banque centrale qui contrôle, je crois. Dans le cas où tu parlais des banques qui pouvaient faire faillite, c'était des banques de dépôt, on est bien d'accord? C'était des banques en général. Donc aujourd'hui, il y a tout type de banques. Tu as des banques qui fusionnent les deux. As des banques qui... Ah bon? C'est pas illégal de fusionner les banques de dépôt et d'investissement? Ah bah non. Ah bah non, c'est un peu tout le problème. Il y a eu une régulation aux États-Unis après la crise de 29 où on a dit ok, maintenant c'est interdit de fusionner une banque de dépôt avec une banque d'investissement. Il y a eu cette loi à un moment donné, je crois en France, mais là je suis pas très sûr. Je crois que ça remonte. Je crois que c'est un truc que De Gaulle a mis en place. Je suis pas vraiment certain.
Mais très clairement, à partir du tournant des années 80, dérégulation, financiarisation de l'économie et tout, on a fait sauter tous ces verrous-là. Ça a sauté dans les années 90 aux États-Unis, et donc elles ont pu fusionner. Voilà. Et aujourd'hui, on en est toujours là. Malgré la crise de 2008, on ne les a pas de nouveau séparés. Bonsoir. On entend souvent parler d'économie circulaire, des économies donuts, d'économie verte, de plein de nouvelles théories d'économie. Mais est-ce que toutes ces idées sont viables? Et est-ce qu'on est vraiment en train de changer l'économie mondiale, ou bien est-ce qu'elle ne bouge pas? Alors, moi, mon avis, c'est que ça bouge un peu, mais ça bouge pas trop quand même. Mais ça bouge pas trop pour des raisons qui sont vraiment des raisons idéologiques, quoi. On essaye de faire bouger au niveau de l'innovation, donc comme je montrais tout à l'heure, on va chercher des innovations technologiques, etc. Et on fait des progrès de ce côté-là, et on fait des progrès aussi au niveau de la recherche, on comprend mieux des choses, machin, mais globalement, les vraies règles ou les vraies contraintes idéologiques du capitalisme, elles restent, quoi. Et jamais on tripote. Si on peut imaginer qu'il y a une espèce de... Alors, je vais refaire un petit dessin. Hop. Si on imagine qu'on a une espèce de pyramide inversée comme ça, de tous les étages de normes et de fonctionnement du capitalisme, celles-là, là, qui sont vraiment à la base du système, il y en a quelques-unes qui sont à la base du système, comme le mode de création monétaire, les histoires de financement des États, la manière de faire la comptabilité. Ces trucs-là, qui pourraient transformer tout ce qu'il y a au-dessus, on n'y touche pas. Nous, on vient tripoter ça, là, des fois, on tripote là, un petit truc. Bon, voilà. C'est comme ça que je me le représente, en tout cas. Et après, pour l'histoire de donut économie, tu vois, c'est pour moi le problème, et peut-être qu'il y a eu des recherches qui sont faites là-dessus, hein, mais l'idée c'est de dire, ben, ça, c'est l'empreinte écologique de l'économie, d'accord, de notre économie mondiale, et ça, la couche extérieure, c'est la capacité planétaire à résister à notre action. Et donc, on peut étirer ce truc-là jusqu'à un certain niveau, mais on ne peut pas le dépasser. Voilà, ce qui est une bonne façon de visualiser les choses. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop si on n'est pas déjà rendu là, en fait. Tu vois ? Et qu'en fait, c'est un donut inversé. Pourquoi est-ce que l'État dépend des marchés financiers? Pourquoi? Oui. Juste. Alors, vous avez 2 heures. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, déjà, on va dire, l'État a des dépenses, a des revenus. Généralement, les dépenses sont plus grandes que les revenus. Voilà. Pourquoi? Une des raisons, c'est parce que pour que vous ayez des bénéfices d'un côté, c'est-à-dire pour que vous ayez plus de revenus que de dépenses, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le sens inverse. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si je dépense 100 et que je reçois 150, c'est bien parce qu'en face, il y a quelqu'un qui dépense 150 et qui ne reçoit que 100. Donc il faut bien quelqu'un en négatif pour qu'il y ait quelqu'un en positif. Bon, une des responsabilités de l'État, à mon sens, et historiquement c'est une responsabilité qu'il a assumée même s'il ne le dit pas forcément, c'est d'être tout le temps en négatif pour aider tous les autres à être en positif. Donc il a toujours plus de dépenses que le revenu. Mais il n'empêche que cet écart entre dépenses et revenus, il faut bien le financer, il faut trouver les sous quelque part. Alors il y a plusieurs façons de faire. On peut aller chercher au niveau des banques, création monétaire. Il y a eu tout un système en France à un moment donné où l'État contraignait les banques de dépôt à utiliser leur planche à billets pour financer le déficit public. Bon, maintenant, on est passé dans un système où on va demander des sous sur les marchés financiers. Et il se trouve que sur les marchés financiers, si je reprends mon petit schéma, oh là là, c'est bien fait ça. Si je reprends mon petit schéma, donc là, tu vois, les marchés financiers, ils sont ici, donc c'était mes entreprises financières, là. Mais en fait, sur ces marchés financiers, eh ben, les banques, elles ont le droit d'intervenir aussi. Et donc, il y a un petit peu de planche à billets aussi, enfin un petit peu, pas mal de planche à billets qui vient se mettre là. D'accord ? Mais on sait jamais exactement combien.
à chaque fois que l'État se finance sur les marchés financiers, il dit voilà, j'ai 100 millions, et il y a une partie de ces 100 millions, c'est de l'épargne recyclée en quelque sorte, et une partie des 100 millions, ça va être de la création monétaire. Et vraiment, pourquoi on fait ça? Idéologique, on a l'impression qu'un marché c'est toujours mieux, que c'est stable, que c'est efficient, que c'est... Voilà. Ouais, moi j'avais 2 questions, mais j'en ai oublié une des 2, du coup je vous dirai quand ça revient. Je te vois pas, je sais plus où êtes-vous. Ah oui, pardon. Pardon. Je vous pose la première parce que j'ai oublié la deuxième, peut-être elle reviendra. Ok. Au vu des opportunités et aussi des grands risques qu'il y a à la financiarisation de certains marchés, c'est-à-dire aux jeux spéculatifs sur certains marchés, est-ce que le réflexe qui est souvent amené de se dire bon ben il faut limiter le carbone, il y a des activités ou des services ou des biens qui sont très polluantes, donc il faut faire artificiellement monter le prix de celles-ci en mettant des taxes carbone, est-ce que c'est plutôt une bonne idée ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise idée au vu des risques possibles que quand on met un prix sur quelque chose, il y a des types qui vont juste s'amuser à faire de la thune là-dessus? Alors, le truc c'est que donc, alors il y a plusieurs choses dans ta question. Je dirais que le principe d'une taxe, c'est que effectivement le prix payé par le consommateur est plus élevé, mais c'est pas l'entreprise qui touche les sous. D'accord? Donc moi je suis une entreprise, je peux pas dire ah c'est génial, il y a une taxe carbone, maintenant je peux vendre mon essence vachement plus cher. Ben non, moi je vends mon essence le même prix, c'est l'État qui prend tout le reste. Donc le coût du est-ce qu'on peut jouer là-dessus pour gagner plus de sous machin? Non, pas directement, en tout cas, enfin, je vois pas le mécanisme, c'est pas l'entreprise qui... Ouais. Alors, l'entreprise qui, justement, vend son service polluant va le vendre plus cher, mais va devoir payer la taxe, donc on va pas faire plus d'argent. Mais à ce moment-là, il risque d'y avoir la création d'un marché secondaire où des gens vont s'échanger des certifications carbone en disant, bon, moi, je veux pas la payer, du coup, j'émets un titre pour ne pas la payer, et là, on reviendrait dans un marché secondaire. Alors, attention. Là, il y a une confusion, il y a une petite confusion. Prix fois quantité, d'accord, égal, je sais pas égal quoi, mais en tout cas prix fois quantité. Alors l'idée c'est que soit tu fais une taxe et tu agis sur le prix, soit tu fais des quotas et tu agis sur la quantité. Mais tu fais pas les deux, d'accord. Soit tu dis je vous donne des quotas carbone. Je t'en donne une certaine quantité à toi, j'en donne à tout le monde. Tu peux pas polluer plus que ça. Si tu veux polluer plus, va demander à tes petits camarades s'ils veulent bien te vendre des quotas. Et là, le prix du quota carbone, donc le prix du CO2, est défini par ce marché des quotas. Soit je dis, il n'y a pas de quota, par contre, je mets une taxe sur le carbone, si bien que le CO2 vaut X. Et c'est moi qui décide c'est quoi ce X. D'accord? Et là, du coup, il n'y a pas de quota de rien du tout. Voilà, ça vaut X, t'en achètes autant que tu veux, mais ça vaut X. Voilà. D'accord? Donc soit on agit sur le prix, c'est une taxe, soit on agit sur les quantités. Et effectivement, l'idée, c'est que pour les économistes, c'est tout le temps, ils font des axes comme ça, et ils ont le prix ici, et ils ont la quantité là. Et donc ils disent, à un moment donné, il faut essayer il faut qu'il y ait une courbe, et cette courbe, soit on l'attaque par le biais des prix, soit on l'attaque par le biais de la quantité. Donc si je fixe le prix, je ne sais pas quelle quantité sera consommée, et donc du coup, en fonction de la quantité que je veux voir rejeter dans l'atmosphère, je monte le prix ou je baisse le prix et je vois. Soit je veux être sûr de la quantité qui est émise dans l'atmosphère, et là dans ce cas, j'ai des quotas, mais je ne sais pas quel sera le prix. Ou alors, c'est aussi tout à fait possible de mettre des quotas et de fixer un prix. Alors là, c'est aller loin dans la nouveauté, parce que ce serait pas de marché du tout. L'État fixe le prix et les quantités. Voilà. Et effectivement, il y aurait un risque d'avoir un marché noir, des quotas, etc. Mais si tu es l'État et que tu fixes pas le prix et tu donnes des quotas, bah oui, il y aura un genre de marché noir, mais en fait, ce sera le seul marché où les quotas s'échangent. Et ça pose plein de questions, parce qu'organiser un marché des quotas, c'est une horreur, parce qu'un marché, c'est pas un truc comme ça. Faut une plateforme, faut pouvoir se connecter, il faut que tout le monde comprenne comment ça marche, ça va spéculer dans tous les sens.
Voilà. Okay. Mais du coup, vu qu'il faut limiter le carbone, le quota c'est une bonne idée parce que ça limite, mais il n'y a pas de risque que le fait de mettre des quotas risque de faire un marché où les gens vont se vendre des trucs et finir par pas respecter les quotas. Par définition, si tu mets des quotas, tu vas avoir un marché des quotas. Mais est-ce qu'avoir un marché des quotas risque d'empêcher, et risque de override justement les quotas? Est-ce que le fait d'avoir un marché des quotas fait juste varier le prix de ces quotas? Ou est-ce que le marché, vu que les titres, c'est toujours des promesses qu'on va rembourser, etc., ça risque de repousser le moment où ces quotas vont être mis en place? Parce que le quota, ça va être un truc émis par l'État avec un sceau spécial et tu peux pas en fabriquer toi, quoi. C'est l'État qui peut le fabriquer. Donc l'État, il en a mis une certaine quantité en circulation et il y en a pas plus et c'est tout. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que le prix se met à bouger dans tous les sens parce que spéculation ou parce que à un moment donné, l'hiver est rude et en fait, il n'y a pas assez de quotas. Et du coup, l'État fait « Ok, voilà plus de quotas ». Et on respecte pas Et en fait, on fait ça tout le temps et du coup, on respecte jamais. Ok, merci. Et j'ai une deuxième question, je sais pas si je la pose. Non, je passe, d'accord. Et voilà. Ah mince. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va un peu arrêter les questions maintenant. Il y a plein de gens qui levaient des mains, un peu dommage, mais voilà, le temps passe. Du coup, vous pouvez poser sans doute vos questions après. Ne vous ruez pas tous dessus, s'il vous plaît. Laissez-le aussi profiter un peu. Mais du coup, bah voilà, avec Héloïse, on va peut-être, pour terminer, on va pas prendre trop de votre temps. Il y a l'apéro après qui attend dehors, qui est en train d'être installé. On va faire peut-être un peu un dernier mot pour cette semaine de la durabilité 2022 qui se termine presque ce soir. Du coup, la semaine de la durabilité 2022, ça a été plus d'une 60aine d'événements qui ont été organisés sur 6 jours. Il y a eu vraiment de tout. Ça a été vraiment très très gros. Donc là, on voit par exemple Marcheco qui a eu lieu lundi, où il y avait des ventes de meubles, de vêtements de seconde main, d'œuvres d'art, de produits alimentaires qui viennent de la ferme de Bassange. On a eu une visite de la ferme de Bassange avec un chantier participatif. On a eu des tables rondes qui ont eu lieu à Zelig ou au foyer SG. On a eu hier la rentrée de la durabilité 2 avec Gilles et Valérie Masson-Delmotte, la présidente du groupe numéro 1 du GIEC. Et on a eu un concert à satellite aussi mercredi soir pour quand même un peu se détendre dans cette semaine. Donc on a vraiment eu beaucoup de choses et je pense on peut remercier tous les staffs, tous les gens qui ont organisé cet événement, tous qui ont fait du travail de l'ombre, parce qu'au final nous on vient parler devant la scène, mais sans toutes ces personnes, plus d'une centaine de personnes, ça aurait pas été possible. Donc je pense qu'on peut applaudir toutes ces personnes. Ok. Et du coup, la semaine de la durabilité, officiellement on clôture ce soir, mais techniquement c'est pas encore tout à fait terminé. Demain soir, on a une projection d'un film Tides au Polydôme à 18h. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera le dernier événement. Et sinon, on espère que pendant cette semaine, vous avez pu un peu découvrir l'association Unipoli. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à venir nous parler ce soir, parce qu'on a 13 pôles d'activité, on a besoin de gens cette année. Si vous voulez vous engager, n'hésitez pas. Et on aura besoin de monde aussi l'année prochaine pour reprendre notamment la semaine de la durabilité après Basile et moi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et puis sur ce, on va conclure la soirée et on vous invite à nous retrouver pour un apéritif à la sortie de la salle juste derrière. Et puis pour ceux qui ont encore des questions, qui veulent encore discuter avec Gilles, bien sûr, je pense que vous pourrez poursuivre un petit peu les discussions. Mais un grand merci à tous et toutes d'être venus ce soir et d'être venus cette semaine aux différents événements. Et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup.